Et on revient sur l'information à la une et ce premier militaire français tué au Proche-Orient. C'est à la une de votre journal, Lorraine Barrière. L'heure est grave. Un soldat français est mort en Irak. L'adjudant-chef Arnaud Frion, qui était-il? Nous vous le dirons dans un instant. Au moins 5 militaires français ont été blessés dans cette attaque d'une base militaire française en Irak. Que faisait-il sur place? Les images et les explications dans ce journal. Une milice pro-Iran a revendiqué l'attaque, qui est ce groupe militant qui nous cible et qui agit sous les ordres de l'Iran. Réponse depuis Téhéran. C'est un tournant dans la guerre. Un soldat français est mort en Irak après une attaque sur une base militaire. Emmanuel Macron l'a annoncé au milieu de la nuit. L'adjudant-chef Arnaud Frion du 7e bataillon de chasseurs alpins est mort pour la France lors d'une attaque dans la région d'Erbil en Irak. Cette attaque, vous allez la découvrir, vous la découvrez à l'image. Plus tôt, nous avions appris que 6 soldats français étaient blessés. On retrouve devant la caserne à laquelle appartenait Arnaud Frion nos correspondants Lino Vial et Nathan Vacher. Lino, que savez-vous de ce soldat tué cette nuit en Irak ? Il venait de cette caserne que vous voyez juste derrière moi. Arnaud Frion était l'adjudant-chef du 7e bataillon de chasseurs alpins ici à Vars, où 3500 militaires sont présents. Vars est une petite ville de 8000 habitants où les habitants croisent au quotidien ces militaires qui s'entraînent sur les terrains montagneux que vous voyez juste derrière moi. Ils sont souvent envoyés aux 4 coins du monde, spécialistes de ces terrains périlleux dont faisait partie le Kurdistan irakien où étaient envoyés près de 600 militaires français dans le cadre de la lutte antiterroriste. Arnaud Frion est le premier militaire français tué en opération extérieure depuis 2023. Une cérémonie devrait se tenir pour lui rendre hommage. Merci beaucoup Lino Vial en direct. Cette attaque mortelle contre une base militaire française, nous allons la revoir en images. Image impressionnante. Le site a été ciblé par des drones. Cela a provoqué des explosions et ces fumées épaisses que vous voyez à l'écran. Pour la première fois depuis le début du conflit et depuis 2023 dans la région, un soldat français a été tué. Que faisait-il en Irak? Que sait-on précisément de cette attaque? On fait le point avec Emma Chala. Plusieurs explosions provoquées par une attaque de 2 drones, tuant un soldat français et blessant 5 autres militaires. Les frappes ont eu lieu hier soir sur une base située à Malakara, à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest d'Erbil, dans la région du Kurdistan irakien. Présents depuis 2014 dans la zone, les soldats français mènent des opérations de lutte contre le djihadisme, mais aussi de formation des combattants kurdes, aux côtés de plusieurs pays, dont les États-Unis. Le dispositif s'est réduit, mais on travaille toujours en coopération avec les forces irakiennes et la guerre contre l'État islamique. En réalité, même si le califat a disparu, l'État islamique est quand même toujours là. Après cette attaque, quelle attitude doit adopter la France ? L'Italie a, elle, annoncé le retrait de ses militaires sur une autre base en Irak, également ciblée par drone hier soir. Soit on fait comme les Italiens, donc on se replie de la zone parce qu'on considère que c'est trop dangereux, soit on continue notre politique qui est celle de défendre nos alliés sur place, mais sans entrer en conflit direct avec l'Iran. Au total, plus de 1300 militaires français sont mobilisés en Irak. C'est la milice chiite irakienne Asharat Balkaf qui a revendiqué l'attaque à un groupe militant pro-iranien. Dans un communiqué publié cette nuit, prévenant, je cite, tous les intérêts français en Irak et dans la région seront pris pour cible. On retrouve depuis Téhéran notre correspondant Siavosh Ghazi. Siavosh, derrière cette attaque mortelle contre une base militaire française à Erbil, il y a l'ombre du régime iranien. Le groupe Al-Asad al-Kaf, ou les compagnons de la grotte, en référence à un verset du Coran, où les 7 sages pour les catholiques est une milice chiite irakienne qui a multiplié les actions depuis janvier 2022, après l'assassinat par les États-Unis lors d'une frappe de drone, de l'ancien général Rassem Soleimani, qui dirigeait la force Quds des gardiens de la Révolution, et de son compagnon le général Mohandes, l'ingénieur, qui ont été tués dans cette frappe. Et donc il y a une multiplication des attaques contre les intérêts américains. Et puis c'est un avertissement, cette attaque contre la base où se trouvaient les militaires français est un avertissement à la France, qui a envoyé le porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée et a annoncé l'envoi de 2 frégates dans la région du détroit d'Ormuz, qui est contrôlé par l'Iran, qui ne laisse passer aucun navire ou pétrolier étranger. Cela intervient après le message du guide suprême iranien qui a demandé aux alliés de l'Iran d'entrer en action et d'étendre la zone du conflit.
Merci beaucoup Siavosh Ghazi depuis Téhéran. Il y a quelques instants, l'Iran promet une réponse, je cite, plus cinglante encore qu'en janvier dernier en cas de nouvelles manifestations du peuple iranien. C'est une déclaration des gardiens de la révolution. Siavosh le disait il y a un instant, cette nuit également en Irak, un avion ravitailleur américain s'est écrasé. 6 personnes se trouvaient à bord. Les opérations de sauvetage sont toujours en cours selon les États-Unis. 2 versions s'opposent, celle de Washington d'abord qui affirme que cette perte n'est pas due à des tirs hostiles, alors que Téhéran revendique avoir abattu l'appareil. Les pays du Golfe également visés par l'Iran. À Dubaï, aux Émirats par exemple, regardez ces images ce matin, ces colonnes de fumée qui se dégagent de plusieurs gratte-ciel à la suite d'explosions. Des frappes sont toujours en cours ce matin sur la Cité d'Or. Merci Lorraine, on se retrouve à 8h pour un nouveau journal avec les toutes dernières informations. Si vous nous rejoignez à 7h35 sur LCI, ça n'est pas anodin ce qu'on est en train de vivre avec ce tournant au 14e jour de la guerre au Moyen-Orient. Un militaire français tué sur une base militaire française au Kurdistan irakien. Il y aura une réponse française. Quelle peut être cette réponse? Emmanuel Macron va s'exprimer en direct aux alentours de 12h45. On suivra bien évidemment cette prise de parole du président français et on va s'intéresser de très près à cette réponse. Grégory, on est en train de vivre quelque chose de nouveau dans cette guerre avec désormais la France qui est impliquée plus qu'elle ne le voudrait et qui est officiellement désignée comme cible par la milice chiite pro-Iran qui a revendiqué cette attaque. Oui, vous avez 5000 militaires français dans la région. Évidemment, depuis le premier jour de guerre, ils sont en état d'alerte maximale en sachant que dans un premier temps, les bases américaines ont été désignées comme des cibles par le régime de la République islamique, mais on a vu, notamment avec une implication croissante jour après jour, avec l'envoi par exemple du Charles de Gaulle, que évidemment nos troupes pouvaient être également menacées par l'Iran ou par des milices chiites affiliées à l'Iran. Là, on parle d'une milice qui est en Irak, qui compte entre 500 et 1000 hommes, c'est compliqué de le préciser. Elle a été créée il y a environ 6 ans. Elle s'appelle la milice Ashabal-Kaf, et il est possible qu'elle ait été pilotée, téléguidée par les gardiens de la Révolution en disant allez frapper notamment des bases qui comprennent des militaires français. Il est aussi possible que ce soit une initiative locale, que ces miliciens irakiens aient décidé d'aller lancer des drones sur une base militaire qui compte à la fois des Kurdes et des Français. On découvre un peu cette milice à Shabal-Kaf ce matin. On sait qu'il y a des groupes en effet pro-Iran dans la région, en Irak, mais on la découvre dans cette attaque malheureusement et ce décès de ce premier militaire français. Brandon Warrett, que sait-on sur cette milice? Quelles sont vos informations? Déjà, un mot, le nom de cette milice, Ashabal-Kaf, avec une traduction, vous le voyez, peuple de la caverne. C'est un groupe militant, chiite, irakien, pro-iranien, relativement opaque, qui est arrivé sur la scène publique internationale aux alentours de 2019, qui fait partie de cet écosystème, de ces groupes armés qui se revendiquent de l'axe de la résistance islamique, avec plusieurs objectifs sur le terrain très précis, notamment expulser la présence américaine et occidentale d'Irak. Et puis, autre objectif, combattre ce qui est décrit par cette milice comme une occupation étrangère. Il y a aussi un objectif, défendre l'axe de la résistance soutenu par l'Iran. La communication est importante, mais essentiellement sur les réseaux sociaux, notamment sur Telegram. Et ce groupe chiite s'est particulièrement développé, une activité intense qui a pris de l'ampleur à partir d'une date, un événement, 3 janvier 2020, l'assassinat par les États-Unis, cette revendication de Qassem Soleimani, le commandant de la branche d'élite des gardiens de la Révolution. À partir de cet événement, le groupe s'est intensifié, encore plus de communication et de revendications. Et puis, notamment sur un périmètre assez précis, on voit dans le centre et nord de l'Irak. Pourquoi cet endroit? Parce que c'est là que se trouvent les bases de la coalition internationale et puis les lignes logistiques américaine, un groupe qui s'intensifie, qui communique aujourd'hui encore plus sur les réseaux sociaux. Regardez une vidéo notamment publiée il y a seulement quelques jours sur le compte officiel Telegram. On voit ces drones utilisés, donc une communication que l'on montre au grand public. Alors une question se pose quand même, combien sont-ils ? Très difficile à savoir, les chiffres sont opaques, il y a des approximations, des estimations, on évoque 500 à 1000 membres, peut-être un peu plus. En tout cas,
depuis le début de la guerre en Iran. On a menacé plusieurs bases américaines dans plusieurs pays du Golfe, du côté de ce groupe chiite, qui a notamment revendiqué l'attaque d'un hôtel il y a quelques jours en plein cœur de l'Irak. Merci Brandon. Et derrière ce type de milice, il y a évidemment, vous l'avez expliqué, la main de l'Iran. C'est aussi ce que nous explique notre correspondante sur place à Erbil, Lise Romboudoul, qu'on a pu joindre juste après avoir appris cette attaque et la mort de ce militaire français. Écoutez. Elles sont activées directement par l'Iran. Alors, il y a le Hezbollah d'un côté au Liban, et ici, ce sont les milices chiites qui peuvent éventuellement rentrer dans cette guerre-là. C'est d'ailleurs la crainte des gouvernants ici du Kurdistan irakien, parce que jusqu'à présent, ils ne voulaient pas entrer dans cette guerre. Mais si ça continue ainsi, malheureusement, l'Irak va se retrouver au milieu de cette guerre. Nicolas, est-ce qu'on sait comment sont financées ces milices ? Alors vous imaginez bien que c'est également un peu opaque la manière dont sont financés les proxys de l'Iran. On parle des Houthis au Yémen, on parle du Hezbollah au Liban, on parle du Hamas que tout le monde connaît, et on parle de ces milices souvent installées en Irak qui sont pro-iraniennes. Il y a un avant et un après 2025. Parmi les éléments identifiés sur les canaux de financement, il y a d'abord des ventes illicites de pétrole, avec aussi le même principe des flottes fantômes, c'est-à-dire des barils qui sortent des quotas habituels que l'Iran est censé respecter au sein de l'OPEP, car l'Iran fait partie des pays du cartel des pays producteurs. Avant 2025, on sait que la moitié des revenus globalement des hydrocarbures et de l'Iran allaient au financement du militaire au sens large. Vous dire exactement ce qui va aux milices irakiennes, pro-iraniennes ou aux autres proxys, c'est bien sûr difficile. Ensuite, il y a des réseaux de blanchiment, évidemment d'une opacité totale avec des sociétés écrans. Il y a aussi le recours à la crypto-monnaie. On estime qu'il y a à peu près 2 milliards de dollars en crypto en 2025 qui ont été utilisés pour payer les proxys. Et puis aussi une source de revenus qui est un peu plus technique, que je ne vais pas développer ici. Mais quand vous vous lancez dans le minage du Bitcoin, le Bitcoin qui est cette crypto-monnaie en quantité finie pour exister, doit connaître des périodes de minage. C'est assez technique, mais ça rapporte de l'argent. Et puis il y a tout un système de taxes et de raquettes. On sait par exemple que les Houthis du Yémen pratiquent des taxes douanières sur les importations dans le pays, ou encore qu'il y a des raquettes, par exemple de la part de milices irakiennes sur des recettes de pétrole en Irak. Et je vous disais, il y a un avant, un après 2025. On a évidemment eu le 13 juin, 24 juin 2025, la guerre des 12 jours. Il y a eu pas mal d'infrastructures de banques qui ont été endommagées, des infrastructures pétrolières aussi qui ont été endommagées. Ce qui veut dire que sans qu'on puisse mettre de chiffres d'une grande précision, il est clair qu'aujourd'hui, le flux de liquidités à destination des proxys de l'Iran, c'est un peu tari. L'actualité continue de s'accélérer au Moyen-Orient. On apprend à l'instant que de puissantes explosions secouent Téhéran. On a également appris il y a quelques minutes que 2 personnes ont été tuées dans une attaque de drone à Oman. Par ailleurs, l'Arabie Saoudite vient de dire qu'elle a abattu un drone visant le quartier diplomatique de la capitale, Riyad. Guillaume Oda, tout est en train de s'accélérer dans le Golfe, avec l'Iran qui continue d'être à l'initiative. Oui, et j'ajoute également que les sirènes sont en train de retentir dans le sud d'Israël, au niveau de la ville d'Elat, qui ouvre sur la mer Rouge, suite à un barrage de missiles iraniens tel qu'identifié par les forces israéliennes. Donc on voit qu'en réalité, les Iraniens ont toujours le pied sur l'accélérateur. Ils continuent à attaquer un certain nombre de pays du Golfe. Ils continuent maintenant en donnant des indications qui sont plus ou moins comprises comme « allez-y, foncez », des indications à des milices chiites iraniennes qui aboutissent à la mort tragique de notre soldat français à Erbil, au nord-ouest de l'Irak, dans le Kurdistan irakien, des attaques à tout va contre Israël, et puis évidemment, via cette puissance mandataire qu'est le Hezbollah, une offensive qui se poursuit du côté d'Israël et du nord d'Israël. Donc, pour le moment, le régime iranien, ce qu'on constate, 24 heures après que ce soit exprimé via la télévision officielle, en tout cas de manière via un communiqué qui lui a été attribué, 24 heures après la première communication du guide suprême, l'Iran continue à accélérer. On a le sentiment, Grégory, que la stratégie de Téhéran va crescendo, que Téhéran déroule un plan très préparé, qu'ils savent exactement où ils vont, c'est le cas ? Alors, je ne sais pas si tout a été séquencé, mais oui, regardez en 14 jours de guerre. D'abord, des frappes massives contre Israël. Ensuite, les bases militaires américaines dans la région. Puis ensuite, l'extension du domaine de la guerre à tous les pays du Golfe, avec un double discours de dire mais en fait non, le président Pezeshkian disait on n'a pas fait exprès, puis quelques minutes après, ça alors qu'on voit que par exemple Oman a encore été frappé.
Ensuite, l'activation de ce qu'on appelle, dans un mauvais français, les proxys. Le Hezbollah qui est entré dans la guerre. Et si les informations que Guillaume vient de nous donner se confirment, des alertes à Eilat, ça peut vouloir dire qu'ils peuvent s'apprêter ou qu'ils ont déclenché les Houthis du Yémen. Maintenant, une base militaire française visée par 2 drones. Oui, on a l'impression que chaque jour, Téhéran abat des cartes comme si tout ça avait été un peu prévu, séquencé, écrit. Je pense qu'il y a aussi une volonté jusqu'au boutiste, quasi peut-être suicidaire du régime, qui joue là sa survie. 47 années de République islamique. En gros, ils mettent le feu un peu partout en se disant, de toute façon, c'est tout ou rien. C'est-à-dire qu'on se fera écraser, le régime s'effondrera. Donc autant aller jusqu'au bout dans ce bras de fer avec les Américains. Amiral, oui. J'apporte simplement 2 éléments d'information. D'après l'armée israélienne, le barrage en provenance d'Iran a été limité. Il visait le sud d'Israël, donc Eilat, et ça ne viendrait pas à ce stade de la part des Houthis qui ont encore un peu le doigt sur la gâchette. Donc important ça. Oui. Et puis, deuxième point, cette attaque à Oman par un drone, elle a entraîné la mort de 2 nouvelles personnes. Ouais. Voilà, ça ouais, 2 nouvelles personnes, absolument. Amiral, dans ce contexte de résurgence, d'accélération des explosions dans le golfe arabo-persique que vous connaissez particulièrement bien, vous avez franchi une vingtaine de fois, vous me disiez tout à l'heure, le détroit d'Ormuz. Est-ce que les Occidentaux auraient dû mieux anticiper cette réponse de l'Iran ? Est-ce qu'on est piégé ? Non, je pense que c'était difficile d'anticiper, mais le basculement dans la guerre, ça a été l'élimination de l'ayatollah. Enfin, le basculement, c'était tout au début. Le premier jour. Le premier jour. Mais avant, la guerre était conduite avec une certaine retenue. La guerre de 12 jours, les échanges d'avant, les guerres des pétroliers, tout ça, c'était conduit avec de la retenue. Et là, il n'y a plus aucune retenue. Et je pense qu'il y a encore une certaine, des degrés d'agressivité encore plus importants qui peuvent être franchis. Et en particulier, les Houthis, pour le moment, semblent toujours être hors du jeu, en dehors de la guerre d'information et des déclarations. C'est étonnant ce que vous dites, général. Enfin, pour en débattre, on aurait pu anticiper, mais on aurait pu anticiper le détroit d'Ormuz, la protection des bases militaires occidentales. C'est ça. Mais le détroit d'Ormuz, il n'a jamais été fermé jusque-là. Et là, il n'est pas totalement fermé. Il y a quelques bateaux qui passent. Il est bloqué pour certains types de bâtiments. Je vous fais un signe, pardon, parce que priorité au direct. On est en direct avec notre correspondant, le correspondant RFI France 24 à Téhéran. On va revenir bien évidemment sur tous ces développements en plateau. Mais priorité à vous, Siavosh Ghazi. Bonjour. Regardez d'ailleurs toutes nos envoyés spéciaux qui sont déployés sur le terrain, non seulement en Iran, mais également au Liban, aux Émirats Arabes Unis, aux États-Unis et en Israël. Et donc, d'abord, place à vous, Siavosh Ghazi. Bonjour. On apprend donc que des explosions retentissent à l'instant à Téhéran. Absolument. Il y a environ 10 minutes, il y a eu d'intenses détonations de frappes sur plusieurs quartiers de Téhéran, notamment les quartiers du nord de la capitale, donc tout autour de l'endroit où je me trouve. Les vitres ont tremblé très très fortement, et donc des frappes très très importantes, et aussi dans cette partie de la ville, mais aussi dans le centre de la capitale, alors qu'il y a eu des bombardements, des frappes durant la nuit jusqu'à 5 heures du matin, et donc de nouveau maintenant, il est à peu près 10 heures, donc pendant 5 heures, Téhéran était calme, et de nouveau de nouvelles frappes, alors qu'il doit y avoir une manifestation qui va donc se dérouler dans le centre de la capitale iranienne d'ici 2 heures environ, donc à l'appel du pouvoir après la prière du vendredi, donc manifestation en soutien aux Palestiniens et contre Israël, manifestation traditionnelle organisée le dernier vendredi du mois de Ramadan, donc après la prière du vendredi, donc tous les ans. Et cette fois-ci, hier, dans son message qui a été lu à la télévision d'État, le nouveau guide suprême iranien, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, a demandé une présence massive des Iraniens pour dénoncer donc les frappes israéliennes et américaines. Donc ces frappes interviennent alors que les gens se dirigent vers le centre de Téhéran pour participer d'abord à la prière et ensuite à cette manifestation. Siavosh, j'ai une question, parce qu'on parlait il y a un instant de la stratégie iranienne, du fait que l'Iran est à l'initiative depuis quelques jours, depuis notamment cette fermeture du détroit d'Ormuz, depuis les attaques des pétroliers et des bateaux dans le détroit d'Ormuz.
Avec cette attaque cette nuit sur la base militaire française à Erbil, au Kurdistan iranien, avec la mort d'un militaire français et au moins 5 autres militaires français qui sont blessés, l'Iran ne craint-elle pas de s'aliéner les alliés des Américains et des Israéliens? Aujourd'hui, l'Iran ne craint ni rien, ni personne? Écoutez, en tout cas, c'est le message qui a été envoyé qui a été transmis par le message, donc le premier message de Mojtaba Khamenei, donc hier, qui a été donc ce message qui a été lu à la télévision d'État. Lorsqu'il a demandé aux alliés de Téhéran de mener des actions et d'étendre la zone du conflit. Donc c'est exactement ce qui s'est passé donc avec cette frappe contre des soldats français dans une base près d'Erbil, et puis aussi Téhéran demande une entrée en action des Houthis au Yémen pour perturber le trafic maritime dans cette partie de la région autour du détroit de Bab el-Mandeb. Pour Téhéran, c'est une manière de faire pression sur les pays occidentaux, sur les États-Unis, pour les faire plier les États-Unis. On sait que avant même le déclenchement, l'ayatollah Ali Khamenei avait fait une déclaration en affirmant que si l'Iran a été attaqué, ça sera une guerre régionale et pas simplement une guerre contre l'Iran, et que tous les pays de la région seront impliqués et que l'Iran ne sera pas coulé tout seul, et que donc il y aura une extension du conflit dans toute la région. C'est cette tactique, cette stratégie qui est menée actuellement par Téhéran. Merci beaucoup, Siavash Ghazi. C'est très précieux d'avoir votre analyse en direct de Téhéran. Guillaume Oda, Siavash parle de guerre régionale. J'ai envie de poser la question ce matin, est-ce qu'on n'est pas rentré dans une guerre mondiale? Alors, guerre mondiale, pour le moment, il y a un foyer qui est très actif, c'est le Moyen-Orient. L'Asie est épargnée. Il y a encore le foyer russo-ukrainien. Il n'y a pas forcément de connexion entre ces deux foyers très très actifs. Mais ce dont on peut parler, en effet, et pour rebondir sur ce que nous disait Siavash Ghazi, cette stratégie régionale iranienne, elle consiste à globaliser de toute façon le conflit, parce qu'à partir du moment où vous bloquez le détroit d'Ormuz, vous paralysez une partie de l'économie mondiale. Encore une fois, il faut vraiment faire attention à ce qui a été dit par le guide suprême, encore une fois, dans son communiqué. On l'a pas vu s'exprimer directement, mais il a fait référence aux alliés de l'axe de la résistance au Liban. Donc on sait que le Hezbollah agit. Au Yémen, ils ont visiblement le doigt sur la gâchette, mais c'est peut-être le signal de déclenchement. Allez-y, vous pouvez y aller. Et puis en Irak, et on a vu 24 heures plus tard une milice chiite iranienne s'en prendre à des intérêts français dans la région et à impliquer la France dans ce conflit, alors que la posture française telle qu'elle avait été donnée par le président Macron, c'était de dire nous sommes là au soutien de nos intérêts, les ressortissants, nos intérêts dans la région, on a un certain nombre de bases, et puis au soutien de nos alliés dans la région au terme des accords de défense qu'on a par exemple avec les Émirats Arabes Unis. Je note juste qu'on a été attaqué à 2 reprises pour le moment, avant cette attaque de la base en Irak, c'était aux Émirats Arabes Unis, notre base navale, notre emprise française, et la France jusqu'alors était restée en posture défensive, se contentant, pardonnez-moi, de respecter ces accords de défense. Il faudra maintenant savoir dans quelle mesure la France entend riposter, mais en tout cas, ça fait partie de cette stratégie iranienne de régionaliser pour globaliser. Certains experts parlent déjà de mini-guerre mondiale. Ce qui est certain, pardon Grégory, parce que on a encore une équipe qui est en direct. On est en direct en fait du Liban avec Claire Cambier et Charlotte Lefettet. Comme vous parliez des intérêts français, en effet, la France est officiellement, et ça c'est quand même la grande nouveauté de cette matinée, c'est qu'on est officiellement devenu une cible. Nos intérêts dans la région sont devenus une cible. Cette milice chiite qui a attaqué la base militaire française au Kurdistan irakien le dit très clairement dans un communiqué. Et vous savez que la FINUL est déployée dans le sud du Liban. On a quelques 700 militaires français au sein de cette force intérimaire de l'ONU. Claire Cambier, bonjour. Vous êtes en direct avec Charlotte Lefettet. Est-ce qu'il y a une crainte particulière qui repose sur nos militaires français qui sont au sein de la FINUL dans le sud du pays? Oui, vous le savez, il y a déjà eu une attaque sur une position de la FINUL la semaine dernière. Ce sont des casques bleus ghanéens qui ont été grièvement blessés suite à une attaque qui avait d'ailleurs été condamnée par le président français. Alors, les missions de la FINUL, elles ont vraiment évolué dans le temps. La France, elle est présente ici depuis 1978. C'est l'un des principaux contributeurs de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies du Liban. Il y a, vous le disiez, environ 700 soldats français selon le ministère de la Défense, pour un total de 8500 casques bleus issus de 48 pays. Au départ, l'objectif, c'était vraiment de surveiller le retrait des troupes
israélienne. Depuis 2006, les missions de la FINUL ont été élargies avec notamment le contrôle de la cessation des hostilités, le contrôle de l'espace aérien, de l'espace maritime également, pour empêcher toute livraison d'armes. Et vous le savez, normalement, le mandat de la FINUL s'arrête à la fin de l'année. Les soldats français étaient en train cette année de préparer ce retrait, d'aider à la montée en puissance de l'armée libanaise, de contrôler notamment aussi le désarmement du Hezbollah. Et puis depuis début mars, eh bien les rôles évoluent encore ces derniers jours. Ils ont aidé notamment à évacuer tous ces villages frontaliers où vivent encore des habitants malgré les ordres d'évacuation. Des risques, oui, il y en a, et les autorités françaises espèrent que l'armée israélienne veillera à éviter tout affrontement. Merci beaucoup à toutes les deux. Claire Cambier avec Charlotte Lefettet derrière la caméra. Amiral, on a quelques 5000 militaires au total qui sont déployés dans la région. Suite à cette attaque, suite à la mort d'un militaire français, suite au fait que 5 autres au moins ont été blessés, comment la France doit-elle réagir vis-à-vis de ces militaires? Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils soient rapatriés? Est-ce qu'il faut renforcer leur protection dans les prochains jours? Ah non, parce que les rapatrier, ça serait un aveu de faiblesse. Oui. Et je pense que c'est pas le moment. Vous savez, dans cette guerre, c'est un rapport de force. Si vous faites preuve de faiblesse, vous êtes perdu. Donc il faut effectivement renforcer leur protection, ça c'est sûr. Mais il faut essayer de reprendre l'initiative. Mais comment? Non, mais aujourd'hui, dans la situation, il y a une inconnue, c'est les Houthis. Donc, si les Houthis entrent en action, là, on y verra plus clair. Et à ce moment-là, on pourra réorganiser le dispositif pour reprendre les... Alors, on va revenir sur la question des Houthis, parce que c'est très intéressant, et c'est vrai qu'on en a très peu parlé depuis 14 jours, mais juste quand même, sur cette protection de nos militaires dans la région, on voit la menace des drones, notamment. Alors oui, il y a la menace balistique iranienne, mais qui est quand même en train de s'éteindre peu à peu. Ils ont de moins en moins de stocks de missiles, les Iraniens. En revanche, on estime, ce sont des estimations très larges, à 80 000 leurs drones, notamment des drones kamikazes, des drones Shahed iraniens. On sait que ce sont des drones qui volent à basse altitude, qui sont difficilement détectables. Comment on se protège face à ces drones? On rappelle que c'est dans une attaque de drone qu'un militaire français a été tué et que 5 autres au moins ont été blessés. On se protège avec des dispositifs qui sont soit des brouilleurs, soit des canons, soit des missiles pour atteindre ces drones. On peut utiliser des avions avec des missiles antiaériens qui vont atteindre ces drones. Et sur les attaques dans sur les pays de la péninsule arabique, de l'ordre de 80 à 85% des drones sont interceptés. Et donc on peut y arriver. Il faut sûrement renforcer ce dispositif, et c'était la proposition du président ukrainien. Président ukrainien qui vient d'ailleurs tout juste d'arriver à Paris, qui va rencontrer Emmanuel Macron aujourd'hui. Il va y avoir une conférence de presse à 12h45 qu'on va suivre en direct sur LCI. On imagine que le président va être interrogé sur la situation actuelle au Proche et Moyen-Orient et la mort de ce soldat français. Grégory, c'est vrai que les Ukrainiens peuvent venir peut-être aider, porter secours, donner un coup de main aux Français dans la région, aux Français et aux Américains, aux pays du Golfe, dans la région, pour renforcer les défenses face à ce système de drones auquel nous ne sommes pas franchement habitués. Oui, Zelensky vient à Paris pour parler évidemment de la guerre en Ukraine qui dure depuis plus de 4 ans, mais la situation au Moyen-Orient sera abordée, et notamment cet échange de compétences. Malheureusement, les Ukrainiens ont appris à lutter contre les drones Shahed, notamment de fabrication iranienne, et en 4 ans de guerre, depuis 4 ans qu'ils sont bombardés par ces drones, ils ont appris à gérer cette menace au mieux. Et c'est quand même très étonnant d'imaginer que, notamment dans le rapport avec les Américains, Zelensky puisse dire mais nous on peut envoyer des gens au Moyen-Orient. Il pourrait dire à Donald Trump par exemple, vous n'avez pas les cartes. Allusion, on se rappelle de la séquence dans le bureau ovale où il avait été violemment humilié par le président américain. Et les Ukrainiens sur la lutte anti-drone ont des cartes qu'ils peuvent éventuellement mettre à disposition. Et puis évidemment, vous avez vu que c'est Emmanuel Macron lui-même qui à 1h37 du matin a confirmé la mort de l'adjudant-chef Arnaud Frion dans un message publié sur X. On attend évidemment la prise de parole du chef de l'État, donc autour de midi 45, avec une conférence de presse commune avec le président Zelensky. Amiral ? Oui, je voulais dire que dans la lutte anti-drone, les Français ont aidé les Ukrainiens, en particulier en livrant des filets de pêche bretons pour protéger les rues. Et je voudrais aussi que les Ukrainiens ne sont pas actifs uniquement en Ukraine. Il y a un méthanier russe, d'intérêt russe, qui est en train de couler en Méditerranée en ce moment.
Et c'est non revendiqué, mais on peut penser que l'Ukraine est derrière ça. L'Ukraine a agi en Afrique aussi contre les intérêts russes, donc c'est assez global. 15 secondes, Guillaume. Oui, très prosaïquement, le président Macron va demander son aide à M. Zelensky, très précisément pour permettre à nos soldats français d'apprendre à se protéger, et notamment sur ces bases et nos emprises militaires dans la région, en Irak, en Jordanie, aux Émirats Arabes Unis. 7h58, si vous nous rejoignez sur LCI, l'actualité se poursuit avec cette information, vous le voyez en bas de l'écran, ce soldat français qui a été tué, on l'a appris au cœur de la nuit, au moins 5 autres ont été blessés. On revient bien évidemment sur cette information dans votre journal. Lorraine Barrière. C'est un tournant dans la guerre. Un soldat français est mort cette nuit en Irak. Emmanuel Macron l'a annoncé tôt. Comment la France peut-elle réagir? Nous vous expliquerons tout dans la matinale. La matinale LCI au plus près de cette base militaire française attaquée en Irak. Notre envoyé spécial est sur place pour vous raconter ce drame. Une milice pro-iranienne a revendiqué l'attaque mortelle contre cette base militaire française. Qui est ce groupe qui nous menace et nous cible? Réponse depuis Téhéran dans un instant. L'heure est grave. Ce matin, un de nos militaires est mort en Irak. Emmanuel Macron l'a annoncé au milieu de la nuit. L'adjudant-chef Arnaud Frion du 7e bataillon de chasseurs alpins est mort pour la France lors d'une attaque dans la région d'Erbil, en Irak. Cette attaque, vous la voyez à l'image. Plus tôt, nous avions appris que 6 soldats français étaient blessés. Faisons le point avec Chloé Barbeau. L'armée française endeuillée au Moyen-Orient. Hier soir, Kurdistan irakien, un drone vise la base de Malakara. Sur ces images tournées juste après la frappe, elle est en feu. Un soldat décède, Arnaud Frion, adjudant-chef dans le 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars. C'est le premier militaire français tué depuis le début de la guerre. 5 autres soldats ont été blessés. Selon les responsables locaux, la base située à 40 km d'Erbil a été touchée par 2 drones. Une attaque revendiquée par une milice pro-iranienne. C'est un groupe qui est important, qui est directement piloté par l'Iran, qui dispose de moyens relativement modernes, dont des drones. Voilà, ce groupe a décidé de faire la guerre à la France. Voici l'une de leurs vidéos de propagande. Juste avant cette frappe, un autre drone a touché une base italienne à Erbil. Les autorités ont immédiatement annoncé retirer leur personnel militaire. La France, elle, maintient sa position défensive au Moyen-Orient. Nous nous trouvons maintenant devant la caserne du 7e bataillon des chasseurs alpins à laquelle l'adjudant-chef Arnaud Frion appartenait. Lino Vial et Nathan Vacher, nos correspondants sur place. Lino, qui était ce soldat tué cette nuit en Irak ? Il venait de cette caserne que vous voyez juste derrière moi. Arnaud Frion était l'adjudant-chef du 7e bataillon de chasseurs alpins ici à Vars, où 3500 militaires sont présents. Vars est une petite ville de 8000 habitants où les habitants croisent au quotidien ces militaires qui s'entraînent sur les terrains montagneux que vous voyez juste derrière moi. Ils sont souvent envoyés aux 4 coins du monde, spécialistes de ces terrains périlleux dont faisait partie le Kurdistan irakien où étaient envoyés près de 600 militaires français dans le cadre de la lutte antiterroriste. Arnaud Frion est le premier militaire français tué en opération extérieure depuis 2023. Une cérémonie devrait se tenir pour lui rendre hommage. Lino Vial avec Nathan Vacher, merci à tous les deux. Partons désormais en Irak pour retrouver notre envoyé spécial sur place. Liseron Boudoul a tout vu, tout entendu. Elle s'est rendue immédiatement près de la base militaire française attaquée. Là, on est à proximité de la base qui a été ciblée. On va arriver vers un checkpoint. Donc c'est interdit de filmer. La base se trouve là un peu plus loin sur la droite. Liseron, racontez-nous ce qu'il s'est passé. Que savez-vous de cette attaque mortelle contre la France ? Je me suis rendue durant la nuit à proximité de cette base qui se trouve dans une zone de campagne près d'un village avec des petites raffineries de pétrole tout autour. Et quand je suis arrivée, eh bien, il n'y avait plus de fumée, il n'y avait plus de feu et pas vraiment de présence militaire, si ce n'est un checkpoint avec 3 soldats kurdes irakiens qui nous ont dit avec un mouvement de la main passez, passez, passez très vite, et nous n'avons pas eu l'autorisation de nous arrêter et de tourner cette base. Alors cette base, elle est particulière puisqu'elle abrite à la fois des peshmerga, qui sont des soldats kurdes irakiens, et des Français qui étaient là apparemment pour mener une formation antiterroriste auprès de ces peshmerga. Très vite dans la soirée, l'attaque a été revendiquée par une milice chiite irakienne
pro-Iran, c'est-à-dire soutenue et armée par l'Iran. Il y a beaucoup de milices chiites ici dans la région et en Irak plus globalement, mais jusqu'à présent, elles ciblaient surtout les intérêts américains ici, c'est-à-dire la base américaine qui est située à côté de l'aéroport d'Erbil et puis le consulat américain qui est à l'extérieur de la ville. Mais dès hier soir, sur les chaînes Telegram de ces groupes chiites radicaux, eh bien, le message était clair, la France est désormais ciblée et son armée est qualifiée d'armée d'occupation en Irak. Merci beaucoup Liseron Boudoul depuis Erbil, donc au Kurdistan irakien. Vous venez de nous le dire Liseron, c'est la milice chiite irakienne Achab al-Kaf qui a revendiqué l'attaque. Qui est ce groupe militant pro-Iran qui cible directement la France? Les explications de Camilla Campuzano. Il revendique ces tirs de drone vers une base américaine au Koweït hier soir. Le peuple de la grotte pourrait être également derrière l'attaque des soldats français en Irak. Ce groupe armé menace ouvertement la France, message publié hier soir sur Telegram. Suite à l'arrivée du porte-avions français, nous déclarons que tous les intérêts français en Irak et dans la région seront pris pour cible. Réplique visiblement à la déclaration d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État veut renforcer les moyens militaires français dans le Golfe Persique. Une mission défensive, dit-il, pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Le peuple de la grotte lui opère en soutien à l'Iran. Il affiche son arsenal. Aucune branche politique pour les appuyer, ni de dirigeants identifiés. Ils sont capables de tout faire pour l'Iran. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas représentés, que les Irakiens savent peu de choses d'eux. C'est parce qu'ils sont capables d'agir même contre leur propre pays, c'est-à-dire l'Irak. Le groupe irakien appelle les habitants à rester à au moins 500 mètres d'une base au Kurdistan irakien où se trouvent des militaires français. Et on prend tout de suite la direction de Téhéran. On retrouve Siavash Ghazi sur place. Siavash, vous venez de nous alerter d'intenses frappes sont en cours sur la capitale iranienne. Il y a environ 10 minutes, il y a eu d'intenses détonations de frappes sur plusieurs quartiers de Téhéran, notamment les quartiers du nord de la capitale, donc tout autour de l'endroit où je me trouve. Les vitres ont tremblé très très fortement et donc des frappes très très importantes et aussi dans cette partie de la ville, mais aussi dans le centre de la capitale, alors qu'il y a eu des bombardements, des frappes durant la nuit jusqu'à 5 heures du matin et puis donc de nouveau maintenant, il est à peu près 10 heures, donc pendant 5 heures, Téhéran était calme et de nouveau de nouvelles frappes, alors qu'il doit y avoir une manifestation qui va donc se dérouler dans le centre de la capitale iranienne d'ici 2 heures environ, donc à l'appel du pouvoir après la prière du vendredi, donc manifestation en soutien aux Palestiniens et contre Israël, manifestation traditionnelle organisée le dernier vendredi du mois de Ramadan, donc après la prière du vendredi, donc tous les ans, et cette fois-ci hier dans son message qui a été lu à la télévision d'État, le nouveau guide suprême iranien, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, a demandé une présence massive des Iraniens pour dénoncer donc les frappes israéliennes et américaines. Donc ces frappes interviennent alors que les gens se dirigent vers le centre de Téhéran pour participer d'abord à la prière et ensuite à cette manifestation. Merci beaucoup Siavash Ghazi depuis Téhéran et cette déclaration à l'instant de l'armée israélienne qui affirme justement mener des attaques à grande échelle sur la capitale iranienne. Un peu plus tôt ce matin, l'Iran, de son côté, promet une réponse plus cinglante encore qu'en janvier dernier en cas de nouvelles manifestations du peuple iranien. Ça, c'est une déclaration des gardiens de la révolution. Revenons en Irak, à l'ouest du pays. C'est un avion ravitailleur américain qui s'est écrasé. Les États-Unis affirment que cette perte n'est pas due à des tirs hostiles. Pourtant, l'Iran revendique l'avoir abattu. Tentons d'y voir plus clair avec notre correspondante à Washington, Sonia Dridi. Sonia, que savez-vous de ce crash ? Oui, l'armée américaine a confirmé la perte d'un avion de ravitaillement en carburant dans l'ouest de l'Irak. Selon le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, l'incident s'est produit dans un espace aérien ami. 2 appareils étaient impliqués. L'un d'entre eux a pu atterrir en sécurité. Selon Reuters, 6 personnes se trouvaient dans l'avion qui s'est écrasé. Alors les forces américaines assurent que l'incident n'était pas le résultat d'un tir hostile ou d'un tir ami. Elles assurent que les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours. De son côté, l'armée iranienne a affirmé dans un communiqué que l'avion avait été touché par un missile tiré par des mouvements armés pro-iraniens dans l'ouest de l'Irak et que l'équipage n'avait pas survécu. Merci beaucoup Sonia Dridi depuis Washington. Alors on ne connaît pas l'état de santé des soldats américains qui étaient à bord de cet avion, potentiellement d'autres militaires américains blessés, tués, on ne sait pas, Grégory. La guerre est en train de prendre un tournant que les Occidentaux n'avaient pas anticipé.
Écoutez, en tout cas, côté américain, on verra peut-être dans la journée si effectivement l'équipage a survécu ou pas à ce qui s'est déroulé. Mais vous avez déjà 7 soldats américains tués depuis le début de la guerre, depuis le 28 février. Et vous avez vu ces images de Donald Trump accueillant aux États-Unis, puis J.D. Vance pour une seconde cérémonie, ces cercueils recouverts de la bannière étoilée, du drapeau américain. Si d'aventure d'autres soldats américains venaient à être tués dans les prochains jours en Irak, au Moyen-Orient ou dans d'autres pays, cela commencera à compter sérieusement sur le plan politique pour Donald Trump, lui qui a toujours promis de ne pas engager son pays dans des guerres lointaines, coûteuses et meurtrières. La guerre, elle est en ce moment lointaine. Elle est coûteuse, on l'a vu, plusieurs milliards de dollars, et elle commence à être meurtrière pour les Américains. Et l'Iran poursuit ses frappes ce matin sur les pays du Golfe, et notamment Dubaï. Oui, regardez ces images tôt ce matin, ces panaches de fumée derrière plusieurs gratte-ciel de la ville suite à des explosions. On retrouve sur place Elisa Cléache et Arthur Grolet. Elisa, racontez-nous ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu autour de vous. Oui, nous on a entendu une forte détonation tôt ce matin. Alors il était quasiment 7h ici à Dubaï, il était à peu près 4h du matin pour vous en France, et cela s'est passé juste derrière nous, derrière cet immeuble, et surtout juste à côté du Burj Khalifa, à savoir le centre touristique ici à Dubaï, puisque c'est la plus haute tour du monde. Alors selon la communication officielle ici à Dubaï, cela serait dû à l'interception de projectiles. Cela n'a pas fait de blessés, mais les débris de ce projectile auraient impacté certains immeubles. Mais ce qu'il faut surtout souligner ici, c'est que c'était véritablement le soft power de Dubaï qui était ciblé ici visiblement par la République islamique d'Iran, comme ce fut déjà le cas à de nombreuses reprises ici à Dubaï. Ce fut le cas notamment de l'aéroport, qui, on le rappelle, est le premier hub mondial en termes de trafic international. Et ici on atteint véritablement un paroxysme avec ce quartier du Burj Khalifa. Merci beaucoup Elisa Cléache avec Arthur Grolet depuis Dubaï. On a appris également ce matin que 2 civils sont morts après une attaque de drone, cette fois à Oman, c'est juste à l'est de Dubaï. L'Iran qui est à l'initiative, Oui, l'Iran qui a décidé d'appuyer sur l'accélérateur. Alors on le voit avec ces attaques d'un certain nombre de pays du Golfe, et elles se poursuivent. On le voit avec les attaques d'un certain nombre de containers, de porte-containers, de raffineries et de pétroliers qui croisent en ce moment, qui sont bloqués, qui sont paralysés dans le Golfe Persique et tout autour du détroit d'Ormuz. Des sirènes ont sonné dans le sud d'Israël. Un moment très particulier, Siavosh Gazi nous en parlait, c'est aujourd'hui le jour de Jérusalem qui est célébré en Iran, qui marque le dernier jour du Ramadan et qui focalise l'attention de tous les partisans du régime de la République islamique vers Israël, qui est l'ennemi juré et qu'il faudra abattre. Tout ça sera exalté ce vendredi à Téhéran. Téhéran également sous le feu des bombardements, puisqu'à l'instant, Israël annonce le début d'une nouvelle vague de frappes d'ampleur sur la capitale iranienne. Lorraine, on vous retrouve à 8h30 pour toutes les informations qu'il faut retenir de la matinée. Et nous, on se retrouve dans moins de 3 minutes. On va revenir sur cette information à la une. C'est grave ce qu'on a appris ce matin, puisque au cœur de la nuit, on a appris qu'un soldat français avait été tué dans une attaque en Iran, au moins 5 autres en Irak, sur une base militaire française dans le Kurdistan irakien. Au moins 5 autres soldats français ont été blessés. Il y aura une réponse française. Quelle peut être cette réponse? Que va dire Emmanuel Macron, qui doit s'exprimer ce midi? On suit tout ça en direct sur LCI.